Amundi. Alors, on va aller assez rapidement ici. Première chose, stabilité aux croissances des revenus. Il me semble qu'elle a déjà publié ses résultats financiers ici. Donc ça, c'est aller vérifier. Je ne pense pas qu'elle puisse avoir à peu près 3 milliards de revenus ici pour 6 milliards, alors qu'elle avait 6 milliards l'année précédente. C'est quand même quelque chose de bizarre. Alors qu'en termes de bénéfices nets, ça n'a presque pas bougé. Donc je pense qu'il y a un problème à ce niveau-ci. Et si on le met en yearly ici, est-ce qu'on trouve le même problème? Non, je pense qu'il y a un souci à ce niveau-ci. Surtout qu'elle a fait une acquisition ici. Enfin, quand elle dit qu'elle a fait une acquisition, elle ne peut pas avoir des revenus à ce niveau-là. Donc il y a un problème au niveau de Coifin. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Au niveau ici des marges brutes, on a des marges brutes moins élevées. Attention, toujours aller vérifier pourquoi. Marges EBITDA ici également sont plutôt très élevées par rapport à la moyenne de ce qu'on a, mais on compare toujours la marge brute et la marge EBITDA, histoire de voir si on parle le même langage. Et la marge EBITDA ne peut pas être plus élevée que la marge brute. Donc ici également, il y a un problème au niveau de la marge brute. Bon, entre le moment où, je pense qu'entre-temps, les datas sont en train d'être actualisées au niveau de Coifin. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est pas plus grave que ça. Si on a des bénéfices nets ici, on peut faire le travail. Et il me semble qu'on a déjà eu à analyser cette compagnie plusieurs fois par le passé. Donc, on a à peu près, je pense que les informations également ici précédentes étaient assez véridiques. D'accord? Donc, ça ne va pas changer grand-chose ici au niveau du raisonnement. EBITDA ici, quand on regarde la dette nette sur EBITDA ici, il faut faire attention vu qu'on a un EBITDA qui a un prix, qui a un niveau assez élevé ici. Il faut toujours aller regarder la dette nette en termes de volume. OK, la dette nette ici en termes de volume, on a à peu près moins 3 milliards 460. Donc, elle a plutôt du cash net. Toujours aller vérifier également ici, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a du cash net ici au niveau d'Amundi, même si ça date ici d'à peu près, ça s'arrête en 2022, histoire de voir si je vois 11 milliards de dette nette à ce niveau-ci. Il faut faire attention surtout sur ce genre d'entité. J'espère qu'elle n'a pas mélangé ici une partie du cash appartenant ici, ne lui appartenant pas. D'accord? Qu'elle n'a pas mixé ça avec le revenu, avec la dette nette actuelle. D'accord? Donc, il faut faire attention. Toujours aller vérifier dans les rapports, en regardant les rapports financiers ici. Ou bien aller sur Zone Bourse, qui a parfois ici pour les entités françaises, a parfois des informations qui sont plus à jour. D'accord? Donc, on continue néanmoins sur Amundi avec les free cash flow et les bénéfices nets, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On voit ici que les deux ont tendance ici à parler le même langage au niveau des bénéfices nets. Ici, la variation au niveau des BFR, on peut souvent avoir des grosses variations des free cash flow, mais je pense que sur les vidéos précédentes, on a déjà eu à comparer ces éléments-là. Donc, on sera à peu près sur des bénéfices nets aux alentours de 1,2 milliard par là. OK? En tout cas, sur les 12 derniers mois ici, il me semble que c'est ce que l'entreprise a eu tendance à rapporter. Et vu ce type d'activité, c'est très rare de vendre à crédit. Donc, le cash ici, on a réellement ici, quand les bénéfices net auront tendance à écrire au moins l'équivalent des free cash flow. Donc, on a 1,220 milliard ici. OK? Le nombre d'actions, il augmente ou diminue, il est plutôt stable. Donc, en termes de valorisation, c'est un business que le marché aura tendance à payer à des multiples. Je pense qu'on sera entre 15, enfin pas 15 parfois, parce que ça reste un secteur financier ici. Mais je pense qu'on sera entre 15, 17 fois les bénéfices, si je ne me trompe pas. Mais dans tout le cas de figure, voilà comment je veux que vous regardiez plutôt cette équation-ci. Enfin, quel est le raisonnement adopté ici? Dites-vous ici que l'évolution des actifs sous gestion sera bénéfique pour Amundi. N'oubliez pas également que Amundi est en concurrence avec des entreprises comme BlackRock qui, eux, offrent à peu près le même type de produit, mais avec des frais moins élevés. Et je pense que Amundi ici est encore immunisé, entre parenthèses, de cette concurrence-là. Je pense que sur le plan réglementaire, elle est légèrement favorisée ici sur le plan réglementaire ici en Europe, notamment au niveau du PEA. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des ETF provenant ici de BlackRock ou bien des ETF iShares dans votre PEA? Je ne pense pas. Et juste pour ça, c'est un avantage considérable parce que vu que Amundi sera parmi les seuls à fournir, la concurrence elle sera à peu près réduite à ce niveau-là. Et si la concurrence est réduite, on peut fixer le prix. D'accord? Or, si ce marché-là s'ouvre, ça va être un tout petit peu compliqué pour Amundi. C'est pour ça que je dis toujours que faites attention ici. Pour le moment, on gagne beaucoup d'argent, mais il faut toujours vérifier si on a à peu près la même structure au niveau des frais par rapport à nos différents clients pour le même type d'ETF, nos différents concurrents sur le même type d'ETF. Okay? C'est ce qui me vient en tête présentement. Donc,
le fait peut-être qu'on paye du Amundi à des multiples de valorisation très peu élevées peut peut-être être, la raison est peut-être due à, à ce favoritisme-là, entre parenthèses. Donc, il y a également un risque que, du jour au lendemain que ça s'arrête. OK? Donc, il faudra à peu près creuser un tout petit peu sur ce niveau-là. Alors, au niveau du 1,2 milliard que cette compagnie a tendance à rapporter, d'accord? Dites-vous ici que plus le marché est volatile, mieux c'est également pour ce type d'entreprise. Donc, 1 milliard 220 millions ici, c'est ce qu'on rapporte à peu près sur les dernières années. À peu près depuis 2021, par là, c'est à peu près la moyenne. OK? Je vais juste rester assez prudent. On me demande de payer ce montant, on me demande de payer à 12 milliards 200, 12 milliards 300, un business qui pourrait me rapporter à peu près 1 milliard 220 sur les années à venir. C'est un rendement de 9,91%. D'accord? Donc, elle se négocie presque à 10 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas cher payé pour ce type d'entreprise-ci. Elle distribue également un dividende qui est de l'ordre de 6,79%, ce qui est également très correct pour ce type d'entreprise. Il reste encore assez pour rembourser la dette ou bien pour acheter des actions ici. Donc, ce qui va plus m'intéresser sur Amundi, c'est surtout comment est-ce qu'elle va faire au niveau de la concurrence et pourquoi est-ce que les autres n'arrivent pas à la concurrencer sur certains de ces marchés. Et s'il y a un certain avantage ici dû à l'environnement ici dû ici à la réglementation, okay, qui favorise peut-être une entité européenne, faites attention, ça pourrait également avoir des impacts négatifs à long terme. Parce que rien ne nous dit que ça va durer jusqu'à la fin des temps. Et c'est peut-être la raison pour laquelle cette compagnie aura tendance à avoir des multiples de valorisation très peu élevés. Mais à l'état actuel des choses, on sera au mieux aux alentours de 15 fois les bénéfices, au minimum aux alentours de 10 fois les bénéfices. OK? Donc, si le marché vient vous reprendre du Amundi à 101 $, tant mieux. Mais tant qu'on ne... Enfin, le multiple de valorisation aura tendance à être très peu élevé ici. Plus je regarde cette compagnie, plus je lis sur les concurrents, plus j'ai de moins en moins, je suis de moins en moins enclin à payer le même type de multiples par rapport aux entités comme BlackRock ou Facile, je pourrais payer 20 à 25 fois les bénéfices ici. Or, sur Amundi, 15 fois les bénéfices, ça me met mal à l'aise. D'accord? Or, elle pourrait mériter 15 fois, à plus de 15 fois les bénéfices. Mais elle a peut-être ici un élément qui... elle a peut-être ici quelque chose à l'intérieur. Il y a peut-être quelque chose ici qui fait à ce que le marché n'apprécie pas cette compagnie, entre parenthèses, à sa juste valeur. Et ça peut également être dû à l'environnement ici, à la réglementation en Europe qui favorise peut-être un type d'entreprise plutôt que d'autres ici. À long terme, il peut également avoir un risque que ce genre de situation-là ne perdure pas à long terme. Donc, il faut faire attention pour Amundi. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une mauvaise entité. Ah non, elle est sous-évaluée. OK? Elle est sous-évaluée. Mais c'est toujours intéressant de regarder, prendre en considération les risques. En tout cas, au prix actuel, ça reste assez intéressant. Le dividende également, il est correct, il est safe. Pour toutes les informations qu'on a ici, le prix actuel également est intéressant. Au pire des cas, on ne surpaye pas en prenant en considération ici, même en prenant en considération ici la dette, on ne surpaye pas. Donc, on est correctement évalué au prix actuel. Et si elle rembourse sa dette, tant mieux. Donc, avec un dividende de 6,8% ici, franchement, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire le travail nécessaire ici par rapport aux questions qu'on a eu à soulever. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, je me réserve toujours le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse gratuites jusqu'au 29 du mois de février. Merci.